Allez, donc c'est parti pour cette semaine qui va aller du 17 novembre du coup au 21, 22, 21 novembre, puisqu'on ne traite pas le week-end, mais donc du 17 au 21 novembre. Le 17 novembre, donc 17 novembre, on va pas avoir non plus énormément de choses. On est sur des petites semaines en ce moment, hein, donc pourtant le marché bouge pas mal, on le voit. 14h30, donc fête de New York. Donc New York, on sait que c'est une des fêtes intéressantes, hein, forcément, de par le fait que la place boursière soit là-bas. Forcément, c'est une fête qui attire. On va avoir 15h, un discours de Williams. On va voir que justement en ce moment, les membres du FOMC prennent pas mal la parole et qu'ils calment le marché à chaque prise de parole. 15h30, Jefferson noyé dans la bougie d'ouverture, mais 19h, on aura Kashkari. Bonsoir Olivier. Et 21h35, Waller. Donc bon, un lundi principalement de discours de membres du FOMC, hein, donc 14h30 fête de New York, 15h Williams, 15h30 Jefferson, 19h Kashkari et c'est 21h35 Waller. Donc c'est essentiellement une journée de discours. On va continuer, on va enchaîner donc avec un discours de Logan, mais ce sera dans la nuit, donc normalement on n'est pas là. On va avoir l'ADP Employment Change Weekly qui va être intéressant puisque le chiffre ADP, c'est un chiffre qui n'est pas normalement public. Donc même si on a eu la fin du shutdown aux États-Unis, on n'a pas eu les chiffres parce que donc, ça on en parlera après parce qu'on a des petits filous qui sont au pouvoir et je suppose, tout le monde a supposé de toute façon sur le marché puisque s'en est suivi plutôt une baisse, que les chiffres ne les arrangeaient pas et que c'est pour ça qu'ils n'avaient pas été publiés. 15h15, on aura là, 14h55, moi je mets le Red Book, mais c'est plus pour travailler le travail des cartes que pour la bougie que cela peut représenter. Production industrielle à 15h15, même si on n'est pas sur le marché, on s'y intéressera avant l'ouverture, voir un peu où c'est qu'elle a pu drainer le marché avant justement son ouverture. 16h30, hop là, 16h30, on va avoir donc le vice-président de la Fed qui va parler, donc Monsieur Barr, vice-président de la Fed qui va parler, prendre la parole. Et ce sera tout pour mardi, donc un petit mardi, mercredi déjà. On est déjà à mercredi. Mercredi, on va donc de nouveau avoir Barr dans la nuit. 13h, le taux hypothécaire 30 ans, c'est pas mal, c'est intéressant quand on prépare le travail des cartes notamment. On va avoir surtout ici le GDP d'Atlanta à 16h30, hein, la première stat qui peut peser, être intéressante du moins. Donc hop, 16h30. GDP d'Atlanta. 16h30, 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 ok. 19h, les adjudications, 20 ans. 19h, donc après le T-Note 10 ans la semaine dernière, ce sera l'adjudication 20 ans cette semaine. On va s'y intéresser justement aux adjudications. « 20 ans. 20h, on va avoir les minutes de la Fed. Donc les minutes de la Fed, c'est le compte-rendu des dernières minutes de la dernière réunion. Hein. Donc c'est tout ce qui se sont dit lors de la dernière réunion. C'est vraiment le compte-rendu de celle-ci. Ça permet notamment de voir si les propos de Powell sont en adéquation avec la majorité des membres du FOMC ou si lui a pris un peu les devants sur certaines idées, on va dire, et notamment celle d'une baisse de taux de décembre, qui est celle qui nous intéresse actuellement et qui intéresse le plus le marché actuellement.
Jeudi 20 novembre, 14h30, on va avoir, donc on espère qu'on va finir par avoir un peu, normalement, ah ben, ils l'ont même pas mis, tiens, ils l'ont même plus mis, les chiffres du chômage. Donc, tiens, je suppose que ils s'attendent à ne pas les avoir. Donc, ça laisserait sous-entendre que, parce on peut en parler un petit peu, mais l'administration de Trump a annoncé que les chiffres d'octobre ne seraient jamais publiés, en fait. Donc, c'est ça qui a fait descendre le marché assez fortement, parce qu'ils se sont dit, ben, ok, c'est un peu simple. Et là, on voit que ben, finalement, du coup, ça remet peut-être en question même la publication. Mais je pense que ce sera fait quand même, hein. Je vais le laisser, moi, personnellement. En ce moment, souvent, ils en rajoutent, ou ils en Ouais. enlèvent, ou ils C'est pour ça changent. que je vais le laisser. Indice manufacturier, donc 14h30. Bon, ça, ce sera pas. Mais on peut se le marquer. 14h30. Indice manufacturier. Et donc, on peut se marquer après l'indice Fed Philadelphie. On s'en fout. Et ok. Vente de logement, on s'en fout. Ok. Ah ouais, on Discours de. s'en fout, vente de logements existants? Oui. Ben, ça, moi, je m'en D'accord. sers pour le Moi, je vais le travail des marquer, cartes, mais vous, comme c'est ça n'a 16 aucune heures. importance. Même avec la bougie de 16 heures, ça va pas Bah, la faire justement, cliquer encore plus? plus, c'est Ah voilà. noyé dans la bougie de Ah, 16 c'est heures, une donc noyée, d'accord. complètement, OK, pas OK. de. C'est bon. Parce que moi, je l'avais mis. Donc 17h Cook. Et 18h40 Coolsby et Tips 10 ans à 19h. Donc 18h40. Allez, Tips 10 ans. Donc là, on est au 20 novembre. Et donc déjà le 21 novembre, on aura fini la semaine. On finira donc cette semaine avec le PMI, mais pas une grosse semaine du coup. 13h30 tout de même, donc 13h30. Williams, qui se fait beaucoup entendre en ce moment. Williams. 14h30. Bar encore. Et donc surtout, ce qui va nous intéresser, 15h45, les PMI, donc services, bien sûr, et manufacturiers, mais celui qui va nous intéresser à nous, ça va être surtout le service, hein, puisque 75% de l'économie américaine est liée au service, et surtout, il sera au moment marché ouvert, donc faites attention, ne soyez pas en position à ce moment-là, hein, forcément, ça va être beaucoup plus fort. 16 heures derrière tout ce qui est l'indice Michigan, on se souvient, c'est le fameux indice que Powell critique, mais il est là, il est toujours là, il est publié, donc reste qu'il faudra y faire attention, parce que sinon, si tout simplement le marché s'en foutait, on arrêterait de le publier. Donc si on le publie, c'est qu'il est quand même regardé et suivi. Donc voilà, même si c'est pas le préféré de Powell, il a le mérite d'être là et d'être publié. Et voilà. Donc voilà pour cette semaine, pas grand-chose donc en termes de news, en termes de données statistiques, hein, beaucoup d'interventions finalement, de discours de membres du FOMC, mais très peu de statistiques pures. Nicolas? Ouais, Max, petite question. Tu sais ce que parlait Michel là pour les ventes de logements? Ouais. Peu importe le type d'annonce, est-ce que en fonction de certaines périodes, ça peut être important et d'autres pas important du tout pour le même genre de news ou Tout à pas? fait, en fonction de la période de marché. C'est-à-dire que ça, par exemple, c'est quelque chose qui est toujours dans le calendrier économique de investing, parce Mm. que depuis 2008, on a commencé à beaucoup s'intéresser à suivre le marché du logement.
Maintenant, pour le Nasdaq, pas de réel intérêt. Nous, on est sur un marché des entreprises du secteur technologique. Donc, la vente de logements, voilà. Ça, moi, je m'en sers dans le cadre des analyses qu'on fait après macro, pour voir déjà un petit peu la continuité des ventes de logements, quel est l'état des crédits de logement aux États-Unis, est-ce qu'ils sont payés, est-ce qu'ils sont plutôt défaillants. On a vu notamment ces derniers temps des crédits de voitures qui sont montés à 84 mois. 84 mois, je vous laisse faire l'addition, c'est plus de 10 ans, ça fait 15 ans. 12 ans, 12 ans, donc 7 ans. 7 x 12, 84, non? Ouais, enfin, ça fait un sacré nombre d'intérêts pour le truc, quoi. 7 ans, non, mais ils sont montés. Alors, attendez, alors du coup, je me trompe, c'était à 12 ans, donc 12 x 12, peut-être c'était. D'accord. 12 x 12, c'était au-dessus de 10 ans, 144 mois, ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. 144 mois, et en fait, donc, on est passé au-dessus de 10 ans pour les achats des voitures. Et ce qui inquiète quand même un petit peu le marché américain, parce que normalement, c'est des durées de crédit qui sont proches de l'immobilier et pas pour des actifs qui se dévalorisent. Parce qu'on le sait, une voiture, normalement, elle se dévalorise, elle n'augmente pas en valeur. Bon, après, on va pas passer l'heure là-dessus, mais les bagnoles sont plus chères là-bas, ou c'est parce que vraiment il y a beaucoup moins de moyens en ce moment, ou... Non, c'est parce qu'ils achètent là-bas, la voiture, c'est une grosse dépense dans le foyer, c'est culturel, c'est des fleurons de l'économie du secteur automobile. Le secteur automobile est un fleuron américain, donc il est suivi parce que on est fort en Amérique sur le secteur automobile, et les consommateurs, du coup, consomment des grosses voitures, de grosses marques, etc. Donc, on s'intéresse à ça pour voir un petit peu la dette que peut avoir, et que c'est du crédit conso. Et là, ce qui a été relevé dans la semaine, vous voyez, sur certains articles, où on commence à se poser des questions un petit peu au niveau de la consommation américaine, c'est que on a des concessionnaires automobiles qui proposent maintenant des crédits plus longs pour pouvoir tout simplement avoir de la consommation. Qu'est-ce que ça donne comme impact? Ça donne comme impact qu'on a de l'endettement plus long pour quelque chose qui n'est pas censé augmenter, prendre de la valeur. Donc, voilà, ça montre une certaine fragilité du marché, ça montre un questionnement, et ça peut montrer un ralentissement économique si demain le pays ralentit. Et si on devait avoir un défaut des concessionnaires automobiles aux États-Unis, c'est comme c'est un gros secteur d'activité, ça serait problématique pour le pays, pour le Et PIB. ça se peut pas que ce soit les voitures qui soient plus chères aussi? Parce que maintenant, tu as vu, avec Forcément, des les voitures sont plus 30, chères, 40, mais 50 000 oui, elles sont plus chères, comme chez nous, hein, les voitures sont plus chères chez nous, hein. Maintenant, tu vas acheter une Twingo, ça vaut presque le prix, c'est presque aussi cher que certaines marques haut de gamme même. Peut-être c'est pour ça qu'ils ont augmenté le crédit, comme c'est trop cher. Oui, mais ils augmentent la durée. Oui, mais le problème, c'est que, oui, certes, c'est pour lutter contre des choses comme ça, mais peu importe pourquoi ils le font, ça n'a pas vocation à être utilisé pour ce type d'objet, on va dire, de produit, parce que normalement, c'est pas un produit qui augmente sa valeur. C'est un produit qui dépérit. Hein. La voiture, quand elle sort du garage, elle coûte moins cher que quand elle était dans le garage. Donc, c'est pas censé être emprunté sur du plus de 10 ans, quoi. Donc, c'est des sujets qu'on regarde. Donc là, effectivement, le secteur le secteur notamment des ventes de logements, on va le regarder avec un aspect plus généraliste, comment se porte l'économie américaine, mais pour le Nasdaq lui-même, la bougie, elle ne va pas aller dans un sens ou dans un autre, même si demain, ici, on a 2 millions au lieu de 4 millions prévus. C'est pas pour ça que le Nasdaq va avoir une bougie rouge, parce que le logement, lui, dans un premier temps, il s'en fout. Après, au fil, si ça commence à faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et que quelque part, il commence à y avoir potentiellement une crise sur le logement, oui, ça va impacter aussi le Nasdaq, parce que si les gens ne payent plus, ça veut dire qu'ils ne consomment plus, et ça veut dire qu'ils ne peuvent plus acheter Netflix, ils ne peuvent plus acheter, etc. Mais à l'instant T, si demain, celle-ci, elle sortait même vraiment avec un gros décalage, le Nasdaq, lui, ça ne le ferait pas sourciller.
D'accord. Ok. Voilà. Donc du coup, on va basculer sur notre travail de marché. Le travail du marché justement, donc on va démarrer avec, comme je vous disais, hein, donc que vous l'avez vu, le titre correction, bear market ou bear trap, pas mal de membres de la Fed, et je pense que personnellement c'était voulu, là je viens un petit peu de vous le dire aussi quand on regardait le calendrier, mais ils ont été nombreux finalement à prendre la parole la semaine dernière, à prendre la parole pour dénoter que hop, je vais vous mettre plutôt que de vous mettre ça, je vais vous mettre ça. Pour, vous montrer, quand même, que, la Fed pour rappeler que la Fed n'avait pas, d'obligation ou d'urgence surtout à baisser les taux, n'était pas pressée de baisser les taux au mois de décembre et donc, qu'elle attendait les datas pour pouvoir le faire et donc, quand, on a appris qu'en plus de ça, on n'aurait pas les datas, forcément, c'est que quelque part les marchés, déjà premier point, pression baissière parce que vous le voyez, c'était ici à peu près vers le mois de juin et donc c'était, quand on a commencé à entendre parler des baisses de taux, on savait qu'on allait avoir plutôt des baisses de taux et donc on a eu notre première baisse de taux vers septembre et c'est là où il est venu presque taper son plus bas. Après la deuxième fois où il est venu taper le plus bas, c'était le mois d'octobre, donc la seconde baisse de taux de la part de la Fed. Et donc, on avait entamé on avait inversé, vous voyez, par rapport à ici, cette pression qui était plutôt haussière. On avait entamé une pression baissière sur le marché, plutôt grâce donc avec cette planification par le marché de plusieurs baisses de taux sur l'année 2025. Et donc là, le marché, le fait qu'il ne puisse il soit dans cette expectative et dans cette attente, il y a plutôt une pression baissière sur les taux. C'est normal puisque les taux de base sont. Attendez, parce que là, j'ai le chat. Sors de là. Donc, il y a cette pression de base sur les taux puisque la Fed elle-même baisse ses taux. Donc ça, c'est cohérent, c'est normal. Qu'est-ce qu'on peut aussi retenir et interpréter? C'est quoi? C'est que vous savez que c'est un marché qui, globalement, agit en fonction aussi différemment en fonction de l'offre et de la demande de ce qu'on peut connaître ou voir sur le marché action. Je m'explique. C'est que, si, le 10 ans américain est fortement demandé, la valorisation de ce dernier, au lieu de monter, elle va plutôt descendre. Elle va descendre pourquoi? Puisque forcément, plus on a de personnes qui sont prêtes à prêter, à l'administration américaine, au gouvernement américain, à la dette américaine, moins ces personnes-là sont prêtes à lui prêter de l'argent cher. On a plus de chances de trouver quelqu'un qui est capable de dire, bah, OK, moi je suis prêt à lui prêter à 4% par exemple, plutôt qu'à 4,50. Et si demain on a personne qui veut lui prêter ou très peu de monde qui veut lui prêter, les taux vont monter. Donc ça, c'est la logique, on va dire, des taux qui est différente. C'est-à-dire moi, je suis tout un chacun là que l'on est sur le live. Demain, on veut faire un crédit à la banque. On va faire jouer la concurrence. Plus ils sont nombreux à vouloir nous prêter, plus on va aller tirer un taux d'emprunt vers le bas. Si demain, il n'y en a qu'une seule de banque qui nous suit, eh ben, si elle nous suit à 4,50, même si les taux moyens sont à 4,20, eh ben, peut-être si on veut vraiment notre crédit, on le prendra. On ne va pas faire la fine bouche. Parce que si elle est toute seule, de toute façon, c'est ça ou rien. Si par contre, ils sont plusieurs à vouloir nous prêter, eh ben, on va vouloir faire jouer la concurrence et potentiellement même, on va voir si on ne peut pas avoir un prix en dessous de la moyenne nationale. D'accord? Donc ça, c'est la logique. Et donc, ce marché, on peut voir qu'il est plutôt, comme on disait, donc sur une pression plutôt baissière. Donc ça veut dire que quand même, on a les deux phases. On a une phase de baisse de taux de la Fed et deux, plutôt plus de personnes qui sont prêtes à prêter
sur le 10 ans américain, donc ça veut dire aussi qu'ils ont confiance, mais on a quand même regardé sur ces derniers jours plutôt une remontée de ce taux. Pourquoi une remontée de ce taux? Parce que ben donc, si on le zoome un peu plus, je ne sais pas si je l'ai en deux parties, non, je ne l'ai pas en deux parties. Si on le zoome, pourquoi? C'est parce que c'est depuis la dernière réunion de la Fed, donc, où l'on avait eu Powell qui nous a annoncé, vous voyez, octobre ici, qui nous a annoncé que finalement, le mois de décembre ne serait pas forcément un mois de baisse de taux. Et donc, s'il y a moins de personnes qui pensent qu'on va baisser le taux, il y a déjà un taux qui est plus élevé puisque le taux directeur est plus élevé, reste plus élevé. Et puis surtout, il y a donc cet effet-là. Ça nous permet de voir que le marché est en train de tester un petit peu ici, regardez, en zoomé comme ça, un petit peu son point haut. Son point haut qui fonctionne, hein, les taux, ça fonctionne de toute façon comme tout le reste, assez sur la psychologie de prix. Et donc, on voit bien ici qu'il y avait une zone ici de rebond, une fois, deux fois, trois fois, il l'a percé. Hop, ça a été sa barrière à la hausse. Et là, c'est aussi éventuellement, potentiellement, un petit peu, il est en train de tester la zone haute. Et quand on rezoome, donc on voit qu'après avoir testé la zone haute, il a fait un plus bas, plus haut, et que potentiellement, il peut avoir un target un petit peu plus haussier, donc, et potentiellement aller casser cet intérieur-là pour voir s'il il peut repartir à la hausse. Pourquoi il pourrait repartir à la hausse? C'est là, c'est le scénario auquel faudrait pas être trop confronté longtemps, honnêtement, et auquel je ne crois pas trop. Vous allez le voir dans la suite. Il pourrait être reparti à la hausse si on considère qu'effectivement la Fed ne baisse pas les taux au mois de décembre. Donc ça, potentiellement, c'est du 50-50. Hein. On est vraiment pas dans une idée de baisse de taux, et honnêtement, j'ai du mal à me faire un avis sur ce que pourrait attendre la Fed. Et personnellement, je pense plutôt qu'ils le feront pas, ils baisseront pas les taux. Mais surtout, ça permet de regarder que au niveau du CME, dans cette baisse de taux attendue par le marché, on avait quand même donc un marché il y a un mois, au mois d'octobre, vous voyez ici, qui attendait à 88% une baisse de taux, puisqu'on a le taux actuel qui est plutôt situé entre 3,75 et 4, et que donc on avait 88% du marché qui s'attendait à une baisse, et que maintenant, à aujourd'hui, regardez, on n'est que 44% du marché qui s'attend à cette baisse de taux. Donc il y a une majorité sur le marché qui pense que cette baisse de taux n'aura pas lieu. Et ça s'exprime comment? Eh bien, ça s'exprime avec donc du coup du rouge sur les marchés, un effet baissier sur les marchés, puisque s'il n'y a pas de baisse de taux, il y a de l'endettement. S'il y a de l'endettement pour les entreprises, c'est une difficulté à la croissance des projets d'entreprise, et donc potentiellement, le marché préfère aller sur le marché obligataire. Et c'est là où je pense que le marché obligataire peut revenir plutôt sur des points bas. Là, on le voit ici, il est situé à 4,13, vous voyez, donc il est plutôt situé proche il est situé plutôt, pardon, au-dessus de ce qu'est le taux directeur, puisque le taux directeur, on le voit, hein, il est situé en fait entre 3,75 et 4. Donc là, on est au-dessus du taux directeur, et on pourrait très vite revenir sur le plutôt proche du taux directeur. Pourquoi? Parce que finalement, hem, le changement, ça, c'est ce qu'il faut un petit peu surveiller, c'est que ce qui pourrait se passer, et ce qui c'est pas ce qui se passe encore dans les effets de baisse sur le marché, hein. La baisse sur le marché, arrive juste par la déception de ne pas avo de prévoir de ne plus avoir de baisse de taux au mois de décembre. Mais si elle est en même temps, si, elle commence à être liée à une baisse ici sur le 10 ans américain, elle peut signifier une certaine forme de rotation sectorielle de la part des investisseurs. C'est-à-dire qu'en gros, les investisseurs se diraient, ben, plutôt que d'acheter des actions qui vont être dans une situation économique difficile avec des taux élevés et donc moins de consommation, je vais
investir sur le 10 ans, sur les obligations américaines, parce que c'est plus sécure, parce que c'est plus safe et que c'est autour des 4% et que je ne sais pas si le marché pourra me donner les 4%. Et donc, du coup, on pourrait avoir des investisseurs qui quittent le marché action pour venir sur le marché des obligations. Et donc, si on voit en même temps une baisse du taux 10 ans et une baisse des actions, alors ça voudrait dire qu'on a en partie cette rotation sectorielle et qu'on pourrait revenir tester là le 3,95 pour se diriger un peu plus vers le 3,70 qui est en fait finalement la tranche de la Fed. Donc ça, c'est pas encore le cas, mais si ça le devient, alors le marché action peut baisser jusqu'à, pourquoi pas, 20 000 points d'ici la fin d'année, voire même un peu plus encore. OK? Donc, pour l'instant, on va se tourner après pour se demander si ça peut être bon ou pas bon que ce marché décroche comme ça vers le bas. Il faut se tourner quand même vers le VIX. Et qu'est-ce qu'on voit sur le VIX? On voit qu'on a eu un pic là, il n'y a pas tellement longtemps haussier, mais que, regardez globalement, on est sur un VIX qui est vers 21,30. Si on le regarde comme ça, souvenez-vous, on avait tracé cette droite ici pour montrer qu'il était plutôt sur des plus bas de plus en plus haut, on aurait tendance à se dire qu'il est en train de monter ce VIX et qu'il est haut. Vendredi, bon, j'ai fait la photo, là, c'était pas vendredi, mais vendredi, il est redescendu un petit peu plus vers 17, puisqu'on a eu une poussée à un moment donné haussière sur un effet d'annonce, mais il reste quand même au-dessus de 15. C'est ça qui est rassurant, j'ai envie de dire, alléluia, tant mieux, c'est le seul truc qui donne une certaine forme de couverture, de stabilisation au niveau de la situation de marché, c'est qu'on est sur un VIX qui reste au-dessus de 15 et donc qui amène de la volatilité, qui amène une forme de correction sur le marché. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, pourquoi? Parce que, regardez, si on le regarde, le VIX, avec une antériorité de 5 ans ici depuis 2020, on peut voir qu'avant 2020, on était quand même sur des points assez bas. Bon, bien sûr, on va enlever l'épisode Covid là juste au milieu, mais en fait, finalement, 20 points, quand on est zoomé, ça nous semble un peu être sur une phase haute, mais on peut voir que le marché, on n'est vraiment pas dans une phase haute de volatilité quand on est sur du 20 points. On est plutôt même sur une phase ventre mou, quelque part depuis plusieurs années. Donc, ce qui veut dire qu'il reste énormément de potentiel à cette volatilité et de potentiel de correction à ce marché. Et ce qui peut laisser penser que la correction n'est pas finie. Pour rappel, donc si je mets dans le titre correction bear market ou bear trap, c'est que pour rappel, on considère qu'un marché est en phase de correction lorsqu'il baisse de 10%. On considère qu'il rentre en phase de bear market, donc de marché baissier lorsqu'il baisse, donc lorsque la baisse atteint 20%. On en est loin. Et ce serait donc pas du tout catastrophique d'avoir une baisse à peu près de 20% sur le marché, surtout quand on voit un petit peu la poussée haussière qui a eu lieu depuis le début de l'année et que l'on voit de où il part. Donc si on devait avoir ce là pour l'instant, on est plutôt sur un retracement baissier, mais qui n'est pas du tout dans une situation de crise ou une situation tendue. On n'est pas du tout quand même sur ces seuils-là de volatilité. Vous voyez, on est vraiment plutôt dans une phase de correction, de retracement sur le marché, qui reste dans un ventre mou au niveau du VIX, donc qui reste dans une cohérence au niveau du VIX et de la volatilité. Le VIX, c'est Volatility Index, donc c'est l'indice de volatilité. Si vraiment on devait commencer à s'enflammer et à monter sur des zones, pourquoi pas hautes vers ici, là on pourrait se dire, ok, on commence à être dans une situation un petit peu plus de panique. Là, on voit que la baisse, elle est contrôlée. Et c'est ça qui est rassurant, honnêtement, sur cet effet de schéma baissier, c'est qu'on reste au-dessus de 15, on n'a pas un marché qui est faible en volatilité, et on n'a pas non plus un effet de comment dire, de couteau qui tombe, vraiment de grosses vagues vendeuses qui pourraient finalement, on l'a vu, être un V-bottom, parce que beaucoup ces derniers temps, c'était ça la tendance. On avait des grosses situations très tendues
comme un couteau qui tombait et qui rebondissait et boum, on avait un V-bottom qui repartait et qui effaçait complètement la perte. Donc là, on est vraiment plutôt dans une situation avec un VIX qui est stable et qui permettrait, j'espère, qui permettrait cette phase de correction, pourquoi pas, d'entrer dans le bear market. Donc cette phase de correction, on l'a vu, hein, on les a perdus, les 2000 points à peu près là dans la semaine dernière, depuis le point haut qu'on peut prendre. Donc on rentre dans la phase de correction. Il faut espérer que cette phase de correction, elle permette d'avoir donc du coup une verticalité, là, une horizontalité pardon, sur le VIX et que le VIX puisse se situer voilà, entre 20 et 24. Pourquoi pas 30, voilà, avec des effets, des fois, des pics, vous voyez, jusqu'à 30, mais il faut qu'ils restent dans cette boîte-là. Hein, il ne faut pas qu'ils non plus, ils s'emballent et ils sortent de la boîte trop haut parce qu'il n'y a pas non plus d'intérêt à ça. Si on voyait le VIX vraiment monter, le marché 10 ans américain, lui, baisser et les actions, l'equity baisser, alors là, ça confirmerait encore plus l'idée de rotation sectorielle. Le VIX sert de couverture au niveau des actions. Et donc, tant que le VIX, quelque part, reste dans cette boîte, on peut être dans cette idée donc, de correction, mais sans effet de panique et donc de rotation sectorielle. Si on commence à avoir, si vous voulez, une grosse mèche vers le haut, on pourrait avoir juste un effet en fait de couverture par les investisseurs hein, qui utilisent le VIX, c'est-à-dire les marchés actions descendent fort, j'achète fortement du VIX, je compense la perte des actions par la montée du VIX, par l'achat du VIX et le gain sur l'indice VIX, donc peut-être de 20 pips, imaginons si on revenait vers les 48 ici, qui permettrait d'effacer les 5-10% de pertes que l'on pourrait avoir sur les actions. Et ça, il ne faudrait pas que ça arrive. Il faut que ça reste dans la boîte ici, à peu près, hein, au-dessus, on va dire autour de 30 et au-dessus de 20. Ça, ce serait le top, parce que ça horizontaliserait, ça rendrait la vision du VIX plus horizontale, plus long terme, plus sur un effet un petit peu comme ici ou comme ici, hein, comme quand c'était sur des points bas. Donc vraiment avec un effet plus bas, hein, vous voyez, si on pouvait avoir cette période-là, ce serait l'idéal, donc c'est-à-dire avec 2-3 pics haussiers hein, qui pourraient l'amener, du coup, vous voyez, entre le point bas ici et le point haut d'une dizaine de points, l'amener de 20 jusqu'à peut-être 30-32 maximum, mais sans le faire sortir non plus de la boîte, et donc permettrait de créer une horizontalité au niveau du VIX, et donc un travail des actions qui baisserait, mais de manière progressive et de manière travaillée et non pas de manière bourrine où les investisseurs auraient besoin de se couvrir sur le VIX pour qu'après le VIX d'un seul coup retombe et que les actions, boum, rebondissent en V-bottom. Voilà. Donc, nous, alors, c'est pas ce que je vais espérer parce que moi, je m'en fous que ça baisse ou que ça monte, c'est pas ça le sujet, mais on peut quand même s'interroger un petit peu sur le prix du marché et le prix des actions. Hein. Ça, quand même, on a le droit, en tant qu'investisseur, de se poser la question. Est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas non plus sur un marché qui monte indéfiniment sans limite? Et on a eu un papier donc de Goldman Sachs sur la concentration des entreprises. Hein, et donc ça, c'était intéressant à étudier parce qu'on peut voir que donc Goldman Sachs, il nous explique que sur le S&P 500, le S&P 500, c'est le cousin hein, du Nasdaq. Souvent, on prend le S&P 500 parce que le Nasdaq, c'est les 100 plus grosses entreprises du secteur technologique. Le S&P, c'est les 500. Hein, elles sont 503 exactement. Et donc, sur ce marché-là, sur le S&P, il y a aussi les 7 magnifiques, forcément, hein, puisque les 7 plus grosses entreprises du monde sont dans le Nasdaq. C'est les 7, elles sont du secteur technologique, donc elles sont dans le Nasdaq. Et donc, si c'est les 7 plus grosses des 100, c'est forcément les 7 plus grosses des 500 aussi. Donc, elles sont aussi dans le S&P. Et là, si, regardez, on prend au niveau donc, de l'article publié par donc Goldman Sachs, Goldman Sachs, il nous dit que si on prend les 10, hein, donc les 7 magnifiques plus les 3 autres, les 10 premières entreprises du S&P 500 actuellement, elles représentent 41%
de la market cap, hein, du S&P 500. Donc, c'est-à-dire que ces 10-là représentent 41% du marché, quand les 403 autres représentent donc seulement 59%. 490, non? Parce que Pardon 110. 490. 493 parce qu'ils sont 503 exactement. D'accord. Mais bon, on n'est pas à 3 entreprises près, mais en gros, ce que surtout on doit retenir, c'est qu'à 10, ils représentent 41% Ouais, du marché c'est énorme. à 10. Alors là, on peut voir l'évolution à travers les âges. Hein. Forcément, cette évolution, vous voyez, elle a toujours eu un effet quand même. Il y a des market cap. Hein, on a plutôt toujours une certaine progression, hein, une certaine forme à ce que ce marché il augmente. Alors il faut le prendre tel que c'est comme information et comment dire, si on doit le réfléchir aussi en se disant que l'économie, elle évolue. L'économie, c'est pas toujours la même, d'accord? Mais c'est intéressant quand même de se dire que là, on peut voir que quand même la montée, regardez comme ça montait avant de manière, on peut dire, un petit peu horizontale, hop, une poussée. Après, on retraçait horizontale, hop, une poussée. Un petit peu d'horizontale, une poussée. On retrace, hop, une poussée, on retrace, une poussée, on retrace. Et on montait, ma foi, ici, un peu plus de manière, vous voyez là, on a mis 5 ans, en fait. Il y a 5 ans entre là et là. Et regardez, entre là et là, il y a 5 ans. C'est pas du tout le. Vous voyez sur le schéma, on a gagné ici, on va dire, allez, on va arrondir à 20%, même pas, on était allez, on va couper en deux, 17%, 17,5. On est monté à 25, pas tout à fait. Donc on a gagné, allez, 8%. Et en 5 ans de plus, on est passé donc de 25 à 41. Voilà. On a fait fois 1,7, quoi. Donc, c'est quand même, là, c'est très, 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 très vertical quand même, hein, je trouve. Donc, à un moment donné, est-ce que ça reste sain? Et si on le compare aussi par rapport aux earnings, hein, earnings, donc c'est les bénéfices, par rapport aux bénéfices dégagés sur le S&P 500, ben on voit que ces 10 entreprises-là représentent, en fait, finalement, par contre, j'ai envie de dire presque seulement un tiers du marché, 30% du marché des bénéfices générés par le S&P 500. Donc, elle représente un tiers du marché et 40% du marché en termes de valorisation du marché, en termes de market cap. Donc, elle pèse énormément. Et ça a été aussi mis en avant par un autre. Est-ce que si je l'ai, je l'avais fermé. Alors, attendez. Je l'ai fermé, ça va se faire exprès. Hop, voilà, je vous le remets. Et donc ça a été appuyé par un autre article qui était intéressant aussi. Celui-ci était de Bank of America, pardon. Et c'est très intéressant aussi parce que, bon, je vous le répète, il faut le regarder d'un point de vue, comment dire, avec une idée de se dire aussi que c'est pas parce qu'historiquement ça s'est passé d'une façon que ça va forcément se reproduire. Pourquoi ça va pas forcément se reproduire? Il faut pas l'exagérer, le graphique, dans le sens où, quand je dis se reproduire, je parle d'une retombée sur du 1 ici. Vous voyez l'average là, l'average à 2, ça veut pas dire qu'on va revenir sur un average à 2. Pourquoi ça veut pas dire ça? Parce que le monde n'est pas le même, le monde économique n'est pas le même, les choses ont évolué, ces entreprises-là n'ont pas le même ratio non plus, le même poids dans l'économie mondiale. Mais ce qui est intéressant quand même à surveiller et à regarder dans cet article, donc c'est qu'il nous donne, vous savez, on parle des fois, je vous parle du price earning, donc l'écart entre le prix que pèse une entreprise en termes de valeur de marché et son bénéfice, donc l'écart prix-bénéfice. Et combien de fois on paye en termes de prix pour acheter une action et combien de bénéfices elle dégage. Et là, ils nous ont aussi publié entre le prix et la book value. Donc, le prix et la book value, en gros, c'est le prix et par rapport à la valeur des actifs de l'entreprise. Et donc, c'est quand même assez. Ça interroge pourquoi? Parce que ça y est, on est arrivé un peu, on a dépassé même la bulle Internet des années 2000 où on était à 5,1
une fois le prix en termes d'actifs. Et là, on est à 5,3, donc ça y est, on l'a dépassé. On dépasse plus. Warren Buffett avait tendance à retirer ses fonds. Il dit lorsqu'un marché dépasse plus de 100% du PIB mondial, là, ça y est, le S&P 500 dépasse en termes de valorisation de bien plus d'ailleurs, je crois qu'il est au-dessus de 110 ou 120% en termes de valorisation, le PIB mondial. C'est-à-dire que toute la market cap du S&P 500 en termes de prix des valeurs des entreprises, des 503 entreprises, donc, dépasse 100% du PIB mondial. C'est-à-dire qu'on est en train de payer plus. Le PIB mondial ne peut pas s'acheter le S&P, en fait. Voilà, en gros, c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est quand même dingo de s'imaginer dans cette situation. Et c'est ça, pour moi, qu'il faut retenir dans ce graphique. C'est cette situation-là de se dire que le PIB mondial ne peut pas l'acheter, qu'on commence à être sur des ratios qui sont quand même assez fous. C'est marrant parce que toutes ces questions-là, le marché commence à se les poser et on commence à avoir de plus en plus d'articles qui sortent. Souvenez-vous, on avait fait, nous, l'année dernière, tout début d'année, en janvier, lorsqu'on a repris le travail du dimanche, début janvier, fin décembre, on avait parlé justement de ces valorisations, je ne sais pas si vous vous souvenez, et on avait dit, tiens, on devrait ouvrir l'année sur un marché baissier. Et on avait eu un gros effet baissier, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. On regardait justement ces valos-là. Et là, ce qui fait encore plus, ce qui peut interroger, c'est que personne ne se posait enfin, pas personne, puisque on se l'est posé, et d'autres, bien sûr, se l'a posé. Si je pose la question aussi, c'est parce qu'on lit des articles et que forcément, ça nous influence aussi. Mais ce qui était intéressant de regarder, c'est que le marché est très vite passé à autre chose et il est monté sur d'autres sujets. Et à aujourd'hui, ça revient sur le devant de la scène, ça revient sur le devant de la table. Et moi, je trouve ça surprenant. Il a été fort. Encore une fois, bravo Powell, il faut le dire. C'est un très, 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 très bon banquier, c'est un très 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 bon président de Fed, parce que une fois de plus, le marché n'écoutait pas. En gros, c'est ce qu'il a dit. Souvenez-vous, il avait dit une fois qu'il trouvait que les valorisations étaient trop élevées. Il l'avait dit. Je ne sais plus, je crois que c'était au mois de mars. Et le marché, pardon, 22 ou 23 fois le prix, c'était. voilà. Et le marché, donc on avait le président de la Fed qui dit je trouve que les valorisations des entreprises sont trop élevées, qu'on était à 22 fois les bénéfices. Et le marché, lui, il a dit ah ouais, le président de la Fed il trouve que, mais nous on s'en fout. Et boum, ils sont allés jusqu'à presque 30. Voilà, le mec il s'en tape quoi. Et là, il a fait le contre-pied, il a été fort parce qu'au mois d'octobre, il a dit non, c'est pas une bulle. On n'est pas dans la bulle, on n'est pas dans la même situation que la bulle Internet. Et d'un seul coup, tout le monde se met à comparer la bulle actuelle, parce que c'est, moi, quand j'ai ça, honnêtement, quand j'ai ça là sur 2 ans, hein, regardez, on peut prendre cette phase-là aussi en compte, mais même si on part que de là, on est à 2 ans. Sur 2 ans, quand on a cette verticalité-là, on ne peut pas dire que c'est pas une bulle. Je veux dire, regardez ça et regardez ça. Qu'est-ce qui différencie les deux? Honnêtement, rien du tout. Donc, oui, une marche. les années. Encore que, hein, regarde, parce que si tu la zoomes, la marche ici, tu l'as. Hein. Tac, tac, hein, tu vois. Et là, tu l'as aussi. Hein. Tac, tac, tu vois. Donc, c'est finalement, il n'y a rien qui différencie. Ou du moins, il n'y a presque rien. Donc, je veux dire, par contre, dans ce qu'on peut être sûr, c'est qu'à un moment donné, par contre, comme on dit, hein, à toute même cause, les mêmes effets. Hein, là, c'est pareil. On va avoir l'effet, on va l'avoir, c'est obligé. Et il y a bien un moment où il faut que ça s'arrête. On ne peut pas monter sur du flanc, sur du vent. On a encore eu la semaine d'avant le marché qui avait rebondi parce que là, même dans la semaine, qui a rebondi parce que le shutdown était terminé. Puis après, d'un seul coup, on aurait dit qu'il réfléchissait, qu'il se disait, mais attends, on n'avait jamais baissé parce que le shutdown, il était en place. Moi, je n'ai pas souvenir que le marché, il s'est effondré de 5% parce qu'on avait un shutdown. On est d'accord. Michel, il m'écrivait, il me disait, tu penses que le shutdown, ça va? Je lui disais, regarde hier. On était en shutdown hier et le marché, il montait.
C'est vrai. Et donc, et les jours se sont empilés et comme ça, progressivement, on a atteint le plus gros shutdown de l'histoire de l'Amérique en étant sur les plus hauts de tous les temps. Voilà. Et donc, on a un président de la Fed qui a fait le contre-pied et qui a dit, ben, en gros, on n'est pas sur la même situation que, la bulle Internet. Et d'un seul coup, on a tout le monde qui commence à regarder et se dire, ben, est-ce que vraiment on n'est pas sur la situation de la bulle Internet ou est-ce qu'on n'est pas, en tout cas, dans une situation de bulle? Est-ce qu'on ne prend pas trop de risques? Est-ce que? Et donc ça, c'est bien, ça permet au marché de rentrer dans cette phase de correction sans espérer qu'il rentre forcément en phase de bear market et d'une baisse de 20% ou plus. Au moins, en tout cas, il corrigera et j'espère que sur cette correction, il y aura un peu d'horizontalité avant d'atteindre la fin de l'année et l'année prochaine de redémarrer avec de nouvelles ambitions et des nouvelles baisses de taux en perspective, etc. etc. Donc, quel target vous voulez avoir? Je veux dire, quand là, vous atteignez, en termes de value, vous atteignez ça, vous avez dépassé le plus haut d'à côté, le record historique, quel est le target? Quel est le target? Alors, on va sûrement pas revenir ici. OK, l'average, il sera certainement pas atteint et tant mieux parce que ce serait quand même, par contre, très lourd sur le marché. Mais pourquoi pas revenir ici, par contre? Ça, oui. Hein, parce que, comme je vous dis, bien sûr que c'est normal. Je pense que c'est normal. Il va falloir s'habituer à ce que on évolue sur des valorisations qui sont plus élevées en termes de chiffres, puisque il y a de plus en plus de monde sur la planète. Ces personnes-là consomment majoritairement des produits technologiques, et donc c'est normal que ces entreprises-là elles aient un ratio plus élevé que ce que l'on avait d'habitude. C'est cohérent. Mais par contre, il faut peut-être le target. Quel moment, ça y est, c'est le point haut. Voilà. Est-ce que ça y est, est-ce qu'on n'a pas quelque part atteint le point haut au niveau économique dans une situation quand même géopolitique instable, etc., etc. Donc, le fait, on peut voir ça, mais espérer moins de verticalité et un peu plus d'horizontalité, avoir quelque chose qui après reparte, c'est normal, vienne ici, peut-être s'accumule comme il a accumulé là, comme il a accumulé là, avant de repartir, mais repartir sur une phase comme ça, mais peut-être pas sur une phase comme celle-ci où ça monte sur du flanc. Voilà, un petit peu. Et pourquoi je dis ça monte aussi sur du flanc? Parce qu'on a aussi eu Anthropic, qui a diffusé, tiens, on va chercher, qui a diffusé en fait que il faisait un investissement de 50 millions de dollars, voilà, pour le construire des data centers, donc en collaboration, on va dire, avec Nvidia, qui a dit que ça devait être le plus grand projet d'investissement de data center et que le data center était le sujet principal des prochaines années. Il y a un article qui est sorti, que je sais plus qui c'est qui l'a écrit, j'arrive plus à le retrouver, je l'ai lu sur mon téléphone et je l'ai perdu après, mais je trouvais qu'il était super intéressant parce que c'est un article donc où il a été publié, il disait, il essayait de montrer, en fait, de démontrer que sur l'IA, on était sur un investissement colossal. Il y a 1500 milliards de dettes sur l'IA. 1500 milliards. Pour vous donner idée, tiens, Anthropic vient d'investir 50 milliards. C'est dommage qu'Anthropic, il n'ait pas le RIB de la France parce que je ne sais pas si vous le savez, mais nous, on cherche 50 milliards. On cherche 50 milliards pour sauver la France. 50 milliards, on a effacé la dette. On n'a plus de dette, on peut repartir à zéro. Donc voilà, eux, ils font juste un investissement dans des data centers. Voilà, on n'est pas sur la même problématique. Donc 1500 milliards de dettes pour le secteur de l'IA, c'est un délire total. Et donc, comment on va gérer cette dette? C'était assez intéressant dans l'article parce que, certes, c'est bon pour le PIB américain, parce que si on crée des data centers, on crée des emplois. Si on investit, on crée des emplois. On va payer des ingénieurs, on va payer tout ça. Donc, tout ce beau monde, il va générer du PIB. Ça, c'est très bien. Mais, donc, ça n'a pas de problème. Mais par contre, dans cet article, ce qui était intéressant, c'est qu'il donnait un chiffre d'équivalence dans ces entreprises IA
sur un horizon, puisque l'horizon quand même de rendement, pour la plupart, il est sur un horizon 5 ans, hein, et que donc sur cet horizon 5 ans, pour qu'il puisse rendre un rendement de 10%, il faisait le comparatif si les 7 magnifiques actuels devaient vendre leurs services, hein, donc ils valorisaient combien le consommateur de ces entreprises, on parle bien des 10 plus grosses entreprises du Nasdaq, hein, on ne parle pas de Riri, Fifi, Loulou là, qui vendent 3 bananes, hein. On parle du service que nous tous, on utilise tous les jours, le service que je suis en train d'utiliser pour vous faire ce live, de Google, de tous ceux qui regardent avec le téléphone Apple et compagnie. Il faudrait qu'ils vendent leurs produits leurs produits tech, donc pas leurs produits pour Apple, c'est pas le téléphone qu'ils devraient vendre, c'est l'accès au cloud, l'accès à iTunes, l'accès à Apple Music, etc. Donc il y avait en gros dans l'article, il disait Netflix, il tournait à je crois $120 par mois. Et Apple, il était pour tous ses produits, donc tous ses produits de cloud, hein, il était au-dessus de $50. Donc il faisait une liste comme ça, par exemple iTunes, c'était accès à iTunes $50, Apple Music $54, etc. Pour avoir une rentabilité de 10% et sur les investissements créés. Donc là, qui parmi vous est prêt à payer $100 par mois pour avoir Netflix? Voilà. Alors que ça nous fait chier de payer Canal+ 30 € par mois ou notre box internet 30 € par mois, qui est prêt à donner 100 € pour avoir Netflix. On se pose la question et donc on sait forcément que dans cette bagarre comme ça à l'investissement, il va y avoir de la casse. Ça, c'est obligé et c'est là aussi où ça rappelle la bulle internet, hein. Ce sera forcément un peu différent, mais c'est là où il y a des points de comparaison quand même à faire et qu'il y a pas mal de similarités entre les deux situations. Et donc, forcément, il y a des fleurons comme ça, il y a des entreprises sur lesquelles il y a eu beaucoup d'investissements, eh ben, qui vont pas forcément tenir, qui vont pouvoir partir. Et peut-être même que ce sera un petit nouveau qui arrivera dans la danse, qui profitera des avancées sur l'IA du fleuron qui avait beaucoup investi et qui, lui, avec moins d'endettement, finira par en fait s'imposer en copiant un petit peu ce qu'a fait l'autre et dégager le rendement puisqu'il y aura moins d'investissement. Et comme il y aura moins d'investissement de base sur sa boîte à lui, moins d'endettement, il pourra générer le rendement. Et le fait de générer le rendement, il sera dopé parce que le marché, il est comme ça, il oublie, il devient bête, il va balancer des milliards et il va doper en bourse cet actif. Et donc, peut-être qu'Anthropic, là, qui est en train d'investir 50 milliards, se verra que finalement, son data center, je prends Anthropic, on pourrait en prendre un autre, hein, c'est pas le sujet, mais c'est peut-être quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît à peine aujourd'hui qui pourrait l'exploiter parce qu'il n'aura pas cet endettement sur le cul et il pourra générer le rendement. Donc, c'est quand même des questions qui se soulèvent sur le marché de l'IA et surtout dans le contexte actuel de correction qui rassure quand même parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'il y ait une limite à la montée, hein. Il faut bien, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, comme on dit, donc tant mieux que le marché corrige un petit peu. J'avais un peu peur, honnêtement, qu'en fin d'année, il continue à aller chercher ses plus hauts, puisque normalement, on a tendance à avoir un rallye haussier en fin d'année. Voilà, je fais pas les cryptos, etc., qui forcément en prennent un gros tir sur la tête, puisqu'elles sont les premières exposées en termes de tech et d'IA sur ces corrections-là. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur la partie macro. Sinon, on va passer à la partie graphique. Pour moi, ça va très bien. Merci. Allez, si pas de questions, on va pouvoir passer à la partie graphique. On a failli aller chercher parce qu'on a 24 626 et on était à 24 626 divisé par 26 300. Il me semble que c'est 399, non? 625 points, on a perdu vendredi. 399.
de 600 mètres. Ouais, on n'est pas encore, hein, on n'est même pas encore rentré en phase de correction réelle sur le marché, hein, puisqu'on avait entre le plus haut et le plus bas, on n'a même pas les 10%. Hein, donc, on n'est pas loin, mais on les a pas encore. Donc voilà, il y a encore du potentiel. Hein, il y a encore du potentiel de baisse. Donc, hop, on va basculer sur. Donc ça, c'est OK, on l'a vu. Hop, on va basculer sur Pro Real Time. Hop, et voilà. Voilà, donc là, ce que je regardais, hop, vous pouvez le voir. Ici, le plus haut de tous les temps, il est à 26 399. Il n'était pas il y a si longtemps, hein, le jeudi 30 octobre, dernier, toute fin de octobre, 26 399. Et donc, le plus bas atteint du mois hein, en cours, donc du mois de novembre, 24 626. Et donc, si on fait, regardez, 24 626, que divise 26 399, on n'est même pas, vous voyez, à 10% de baisse, puisqu'on est à 6,71%. Donc, on est encore, il y a encore du potentiel, il y a encore de quoi aller chercher. Et voilà. Qu'est-ce qui a combien le plus bas du mois, s'il te plaît? Le plus bas du mois actuel, c'est celui de vendredi, hein, 24 626. Merci. Voilà. Bon, pour tous ceux qui connaissent la méthode, quand même, 626, hein, 24 626, et le plus haut de tous les temps, 26 399. Alors, si on me dit que ça ne marche pas, je ne sais pas quoi dire, moi. Donc, du coup... je dis ça va, ça fonctionne très bien. Non, mais voilà, parce que je veux dire, là, c'est quand même... c'est flagrant, quoi. On a donc, du coup, aussi quelque chose d'intéressant à regarder, c'est qu'on a eu cet effet de rebond assez fort sur la S1M, là, vous voyez, sur la pile, sur le support 1 mensuel, qui était à 24 642, donc elle est un peu plus bas, et boum, on est bien reparti. Pourquoi aussi il y a eu cet effet de rebond? Il y a eu une annonce aussi toujours le même, hein, toujours le petit blond, il est là, ça lui plaît aussi, et il nous a sorti du chapeau que potentiellement il y avait des droits de douane qui allaient être annulés, notamment sur certaines matières premières, bananes, etc. Et donc cet effet a laissé espérer entrevoir une possibilité d'annulation de taxes pour d'autres entreprises dans un sens un peu plus large, qui s'est vite effondré, puisqu'on a vite compris que c'était pas dans les idées. Et donc voilà, on a eu après le marché qui s'est un peu plus calmé. Je pense que le marché va continuer, je ne vois pas pourquoi il arrêterait à s'inquiéter, si on peut dire, de la situation. Ne va pas, je le vois mal faire un point bas et repartir à la hausse, mais bon, on va essayer d'envisager en tout cas ce qu'il peut faire si ça devait être le cas. OK? Donc, si c'est le cas, si le marché revient, on aura quand même ici le plus bas du jour précédent, les 25 000 qui avaient bien marché le jeudi, hein, qui avaient arrêté la phase baissière le jeudi pour qu'ils reviennent. Vous voyez, c'est là où il s'est finalement arrêté le jeudi soir. C'est là où on est revenu s'arrêter le vendredi soir. Donc, quelque part, le vendredi, on a eu un effet de V, là, un petit peu. On descend pour rien, on revient. Et donc, si ça, ce sera le premier point potentiel d'arrêt. On voit que d'ailleurs, c'est le point pivot du jour. Donc, ça, on va se le marquer pour lundi, parce que lundi, il n'y a rien. Donc, lundi, on ne va pas perdre non plus 500 points sans rien. Donc, première zone bloquante, on va dire, 25 000 tout rond qu'il peut venir chercher, puisqu'on le voit, c'était donc le plus bas du jour de jeudi, et il peut venir taquiner ou retravailler un petit peu ici vers la MS1S, là, le support de la semaine dernière, et revenir un petit peu après, essayer de retenter les 150. D'accord? Donc, entre 25 000 et 25 150, il peut y avoir ce petit effet-là. Après, de toute façon, s'il le reteste et qu'il le casse par le bas, bon ben là, ok, on voit bien que, comme on avait travaillé, hein, comme on avait vu, ici, vous voyez que cette bougie-là,
regardez, cette bougie-là, bon, c'était marché fermé, mais je la prends quand même en considération. Celle-ci, vous voyez qu'elle est bien, c'est là où il y a le plus de quelque part, c'est là où on est le plus proche de l'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs, et que quand on est dans cet équilibre, eh ben, on évolue en point bas à 25 005, donc 25 005 points, collé à 25 000, et 25 100 en point haut. Donc, comme c'était la nuit, 7 heures du matin, voilà, mais on peut s'y fier parce que justement, à 7 heures du matin, on avait 100 points de delta, et c'est là où on a trouvé l'équilibre quelque part. Donc, c'est ce qui est intéressant parce qu'on peut se dire qu'il y a de l'algo qui bataille entre 25 000 et 25 100. Vous voyez, c'est pour ça quand je vous dis 25 000, 25 150, je vais rectifier, je vais mettre 25 100. Marché ouvert, ça peut être ça. Si le marché ouvre et qu'il est déjà en dessous des 25 000, qu'il est un peu plus vers les 24 900, on n'ira pas le rechercher, ça m'étonnerait, sur l'ouverture pour après. On peut aller chercher par contre les 25 000, mais pas les 25 100. Quoi. Voilà. Pour aller rechercher les 25 000 et hop, vous voyez comme celle-ci là de bougie, celle-là de 10 heures là, hein, où elle tape la MS1S à 37, là, 37,75 et où elle remonte donc en point haut à 24 040, vous voyez, mais donc bloquée par le point pivot, à mon sens, à la montée. Donc ça aussi, on va se le marquer. Si ouverture pour revenir sur 25 000. Et pourquoi je dis ça? Alors, j'y crois pas. Les Européens sont beaucoup plus actuellement, beaucoup plus, comment dire, enfin, beaucoup plus. Les Européens sont plus positifs que les Américains. On le voit, ils essayent, vous voyez, de chaque fois, ici, hop, les phases bleues, finalement, sont quand le marché est ouvert, regardez. Chaque fois, presque. Donc, du coup, on peut penser là qu'à l'ouverture, on est plutôt un effet plus haussier, revenir vers les 270, 250, avec l'Europe et l'Asie cette nuit, et que au moment où les Américains ils ouvrent, boum, ils reviennent plutôt vers les 25 000. Ça, c'est mon scénario de demain. Maintenant, si par contre, quand on démarre, on est déjà sous les 25, on le fera l'inverse. Ils iront plutôt chercher les 25 pour après dégazer vers le bas, je pense. Voilà. Donc, ici, OK. Mardi, de toute façon, on n'a pas une grosse semaine. Et à part des discours de membres de la Fed, on a presque que dalle à se mettre sous la dent. Et comme tous les membres de la Fed, dès qu'on leur tend un micro, ils ont envie de rappeler que la Fed n'a rien qui presse pour baisser les taux, je pense qu'ils vont renforcer ce sentiment. Hein, vous l'avez vu, dans la semaine, on a eu un sentiment qui a sacrément évolué en termes de nombre de personnes sur le marché qui croient à une baisse de taux. Hein, on va le remettre ici. Donc, puisqu'on est passé à 55% qui pensent qu'on va être pareil, ce chiffre, il peut continuer de baisser. Hein, il peut évoluer. Regardez, on était à 88 et 11. Hein, on était à 0% il y a un mois qui pensaient qu'on allait avoir, on n'aurait pas la baisse de taux. 0% pensaient qu'on n'aurait pas la baisse de taux. Ils sont 55% maintenant. Donc, on peut très bien avoir encore 20% de personnes là, qui basculent de l'autre côté dans la semaine. Quoi. Et donc, si on devait l'avoir, ça créerait encore cette phase de correction sur le marché supplémentaire. Quoi. Donc, on va revenir là. Ce qui fait que si chaque fois qu'on tend un micro, ils peuvent avoir envie d'eux. On voit clairement que le 24 650 là, c'est la zone qui marche, hein, la zone de la S1M, pardon. Et qu'est-ce qu'on avait mis nous la semaine dernière? Une fois 625 cassés, tiens, on avait mis. Donc, parce qu'il y avait 24 390, 24 400, c'était une bonne zone de rebond, une zone bloquante. Bon, on va les garder pareil, hein, de toute façon, hein, parce que là, bon, on n'a pas tant baissé que ça, donc possiblement, donc seconde zone de rebond sur baissier, donc on va aller chercher là le 24 000 ici.
Plus bas du mois précédent, celui-là, il devrait bien marcher aussi, je pense, le 158. Ici. Ah ouais, mais c'était en effet de mèche. Boum. Comme ça. Ah, donc là, si on revient toucher ici, 24 ouais. 160 24 là? 400, il est pas mal, hein, Ouais. 24 Ouais. 400. C'était une Alors zone 24 bloquante, on avait 400, mis ça. second point de rebond 24 400, on va mettre. Hop. 24 400. Et 160, c'était le plus haut du releveur précédent, 24 160. Ouais. 24 400. 24 400. C'est la zone sur laquelle il pourrait rebondir pour revenir jusqu'à 650 là. Ouais, Donc, hop, jusqu'à 24 650. Ok, s'il rebondit. Ou 24 500, en tout cas, un minimum. Ça, c'est pour les rebonds. Et 6 cassures, donc, target 24 000, hein, on va se mettre. Carré de 24 000. Troisième rebond. Le rebond 5 étoiles, je m'étais mis 23 625. 625, il est ici. Ouais, ici, là. Ok. Bon, ça, on va se le mettre. Hein. C'est pas non plus. Ça fait 2. Ça fait, ouais, ça fait 10% quand même. Non? Non. Combien ça fait de baisse là? On est à 24 000, 25 100. Donc 23 625 divisé par 25 100. Oh, ça fait 6% de baisse. C'est sur la semaine, hein. C'est pas hyper à coup de 2% par jour. Ça va vite. Hein. Allez, ça on va se le mettre. On garde le rebond 5 étoiles sur le 23 625. Hein. Allez. Et à la hausse, bien sûr, c'est parce qu'il faut toujours l'envisager aussi. Ben là, on le voit clairement. Regardez quand même comme c'était assez identifiable, si on peut dire. Regardez ici. Hein, là, hop. En fait, le point d'accumulation ici de difficulté à la hausse et qui était devenu difficile à la baisse ici, devient difficile à la hausse. C'est pour ça que je ne pense pas qu'on soit sur un schéma, même si ici on a cassé, vous voyez, on a fait un plus haut en fait, hein, ici. Vous voyez, on a fait un plus haut, plus haut. On est rentré dans une forme de loi de dos. Mais j'y crois pas parce que quelque part, on a été bloqué par les points de rebond de quand ça baissait. Voilà. Donc, à mon sens, là, c'est un effet un peu de trappe qu'il y a eu. Et quand on est arrivé sur cette zone, ils sont rentrés quand même, pam, et là, ils se font manger la feuille et ça va retracer tranquillement vers plus bas. Peut-être je me trompe. Si c'était le cas quand même, il faut faire attention. Dans cette boîte-là, là, c'est pas vraiment l'endroit idéal pour y aller parce que regardez, quand ça décroche, boum, ça peut décrocher fort. Donc, c'est un peu con d'aller s'y foutre dedans. Donc, quand même, entre les 250 et le 350, là, c'est pas beaucoup. Il y a 100 points, mais il vaut mieux pas toucher, quoi. Donc, ça, on va se le mettre quand même. Hein, vous voyez, 360, là. Regardez, c'était pile. Regardez comme 7. Bah, tiens, on va le mettre comme ça. Hop, regardez comme ici, le point haut et point bas de octobre, de début octobre, il se répète ici, début novembre, et il devient ici le bloquant. Donc, si on re-rentre dans cette zone, on peut ranger dans cette zone-là, vous voyez, au lieu de, boum, le péter vers le haut comme ça. Et si on levait la casser vers le haut, bah, en fait, on voit assez clairement la nouvelle zone qui sera bloquante. Et là, on devrait revenir vers les 500, en fait. On est d'accord? Point pivot mensuel en plus. D'accord? Donc, moi, en gros, dans cette zone-là, je ne le touche pas. Donc, entre 250 et 350, je ne touche pas. Et j'attends, s'il fait 350 qui revient sur 250, là, on rentrera sur le 250, mais pas sur les autres. Quoi. OK. Allez, tac, à la hausse. Touche pas de 25 250 à 25 350. Puis, si retour sur 25 250, OK. Je prends. Allez,
ça c'est OK. Et donc après, une fois qu'il a cassé 25 350, alors direction 25 500 et je touche plus de quoi? Non, rien, vas-y. C'est rien du tout. De 475, 25 475 à 25 520. Plus on va s'approcher là du point haut, plus ça va être délicat. Voilà. Okay. Regardez, on peut être dans ce schéma-là, en fait. Vous voyez? Regardez. On peut être dans ce schéma-là. Tac. Et là, tac. En fait, où on a eu une grosse phase de baisse, on touche un point bas, on rebondit, on rentre dans la phase dans la boîte de range, et après, d'un seul coup, pouf, on la décroche par en bas. Donc, en fait, ici, on aurait pu se dire, tiens, finalement, on re-rentre sur des plus hauts de plus en plus haut. OK? Et donc, ben, on va faire des marches et on va aller chercher, parce que regardez, même là, il a fait un plus haut, et on va aller chercher comme ça, et on va casser, en fait, le haut de la boîte ici. D'accord? Et en fait, force de buter dessus sur le haut de la boîte, on a tiré la chasse d'eau vers en bas. Okay. On a fait finalement un épaule, tête, épaule, et hop, on a retracé. Donc là, s'il faut, il nous refait la même chose, il revient là, il nous fait l'épaule, il nous fait la tête comme ça, il nous refait l'épaule, et boum, il descend. OK? C'est possible. Ça marche, ouais. Donc moi, du moins, c'est ça que je m'attends à ça, en fait, visuellement. Voilà. Alors, par prudence peut-être aussi, mais du moins, je m'attends à ça. J'ai l'impression qu'il veut évoluer dans certaines zones pour essayer de sauver le coup, tu vois, et puis boum, d'un seul coup, il tombe, quoi. Et là, quand il va retomber, il peut revenir ici au moins 24 400 sur le bas du canal. Ça va faire un peu comme la semaine dernière qu'on ne pouvait pas entre 500 et 625 le lundi. Ben là, c'est entre 250 et 350, voilà. Donc il n'y a que 100 points. Hein, c'est pas... Voilà. Non, mais moi, ça ne me dérange pas. La semaine mais dernière, bon, tu as bien fait, tu vois, tu as bien fait. Parce que quand il exactement. s'était retourné, les rouges... Ouais, non, tout à fait. Ça me dérange pas. Voilà. Bon, ben, donc ça, c'est OK. Je ne sais pas si tout le monde est bon. S'il y en a qui ont des questions, ben, allez-y. Très bon, moi, ça me va. Dites-nous. Moi, ça me va très bien. Eh bien, alors, c'est bon. Il n'y a pas de questions. Personne écrit? Non. Super. Moi, c'est cool. Ouais. Ah, c'est top. Top. Eh bien, parfait. Ouais. Moi aussi. Bon, il manque plus que les promos du Nox et tout ira bien. Ouais, Black Friday, j'espère qu'il y aura des Black belles Friday, promos. c'est le 27, ça. Ouais. C'est ça, hein? Ouais, et le Black Friday s'approche. Ouais. J'espère qu'il y aura une belle promo au Black Friday. Peut-être avant, ils nous mettront un 80. On verra. On verra. J'espère le 90 au Black Friday. Ouais, ça Merci à tous. Et donc, ben, à bientôt. Ciao, ciao. Bisous. Ciao à tous. Bisous.